Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous allons analyser les conséquences des élections européennes du 9 juin dernier qui furent pleines de surprises, notamment avec l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale en France et quelques revers électoraux nationaux aussi. Mais les équilibres du Parlement européen ne sont pas modifiés en profondeur et nous en parlons tout de suite à Bruxelles, au siège de la Commission européenne. C'est votre ancienne maison, Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez en effet été commissaire français chargé du commerce de 1999 à 2004, ensuite directeur de l'Organisation mondiale du commerce de 2005 à 2013. Vous êtes aussi président émérite des Instituts Jacques Delors, l'un des plus grands laboratoires d'idées sur l'Europe. Et j'imagine que vous avez voté d'ailleurs à toutes les élections européennes depuis qu'elles existent en 1979. Votre sentiment concernant celle-ci ? Alors, les élections européennes sont des élections hybrides. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois, en même temps, au même moment, européennes, parce qu'on élit des représentants au Parlement européen, et nationales, parce que les partis qui présentent des candidats au Parlement européen sont des acteurs de la vie politique nationale. Bon. Et donc, c'est toujours un peu compliqué d'interpréter au niveau européen et au niveau national, et il faut les distinguer de ce point de vue. Si je regarde les conséquences des élections européennes au niveau européen, on a une légère poussée à droite du Parlement européen, contenue, moins forte que ce que prévoyaient les sondages, mais dans un continuum qui, de décennie en décennie, fait que le Parlement européen, comparé à ce qu'il était il y a 30 ans ou 40 ans, est nettement plus à droite, et notamment avec davantage d'extrême droite. Cela étant, ce qui compte le plus au Parlement européen, c'est où se trouve la majorité sur laquelle peut compter la Commission pour diriger l'Europe pour ce qui est. Donc la majorité sur 720 eurodéputés, soyons clairs, pour diriger la Commission, c'est 361 voix. Voilà. On voit que, vous l'avez dit, le Parti populaire européen a remporté ces élections avec plus de 180 sièges. Les sociodémocrates ont un tout petit peu baissé, mais pas de façon très significative non plus, avec plus de 130 sièges. Renew Europe, lui, a baissé d'une vingtaine de sièges, mais tout de même se maintient à un niveau où, en effet, on obtiendrait plus que cette majorité. Est-ce que cette majorité est toujours là ? Est-ce que d'ailleurs Van der Leyen est sûr de remporter son pari d'un deuxième mandat ? Bon, en politique et dans les élections, on n'est jamais sûr de rien, mais compte tenu de la force du Parti populaire européen, donc les chrétiens démocrates, le centre-droit, et compte tenu de cette coalition de partis pro-européens central avec les sociodémocrates et les centristes, il est probable que Mme von der Leyen, non seulement aura la majorité suffisante pour être élue, c'est pas sûr, mais c'est probable. Mais ce qui compte aussi, c'est que dans la suite, pendant les 5 ans de législature, elle pourra compter sur une majorité au Parlement pour faire voter les textes que la Commission proposera. Donc, Peut-être pas tous les textes, j'ai envie de dire, Pascal Lamy, parce que les Verts sont au plus bas et ils ne peuvent pas espérer finalement défendre haut et fort, comme ils ont dit qu'ils allaient le faire dans cette campagne, le pacte vert qui a été attaqué de toutes parts, par exemple. Alors, je vais nuancer ce propos, si vous me permettez. D'abord, quand on regarde les sondages d'opinion, les Européens sont en faveur du pacte vert. Pas tous, mais il y a une grande majorité d'Européens qui sont en faveur du pacte vert. Et le fait que les Verts aient fait un mauvais score ne veut pas dire que les Européens ne pensent pas à la crise environnementale, écologique, aux émissions de carbone et à la biodiversité. Il y a eu de grandes manifestations agricoles dans toute l'Europe contre le pacte vert. Contre beaucoup de choses, contre le fait que les agriculteurs ne sont pas contents parce qu'ils ne gagnent pas leur vie, pour la plupart d'entre eux, correctement, en faisant leur métier. Et ça, ce n'est pas à cause de l'environnement. Je pense même que dans l'avenir, c'est grâce à des réformes pro-environnementales que les agriculteurs pourront faire leur métier correctement. Bon. Mais ça n'est pas l'essentiel. Par ailleurs, l'essentiel du dispositif législatif et réglementaire pour le Green Deal, pour ce pacte vert, il a été acquis pendant les 5 dernières années. Il y a très peu de mesures législatives
Il y en a encore quelques-unes, mais il y en a très peu. Donc c'est plutôt un problème de mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, et là on retombe sur le problème national, dans la mise en œuvre, il est possible que la mise en œuvre du pacte vert soit ralentie. Parce que, en raison de ce qui s'est passé dans les élections nationales, et notamment en France, le Conseil des ministres, l'autre chambre, le Sénat des États membres, lui, va être plus à droite. Et donc, c'est lui qui propose les commissaires, par exemple. Donc on va avoir une commission dont la composition sera plus influencée par les forces de droite qu'avant. Et ça ne plaide pas forcément. Peut-être à peine 3-4 commissaires sur 27 qui pourraient être de la famille social-démocrate si on compte véritablement les gouvernements de cette famille. Vous avez raison, et ça n'est pas pour des gens comme moi qui se souviennent du temps où la Commission avait à certains moments plus de sociaux-démocrates que de chrétiens-démocrates ou de centre-droit. C'est pas une bonne nouvelle, mais je crois que c'est la réalité. Et c'est là qu'il faut comprendre que même si les élections européennes mènent à une certaine stabilité, au Parlement européen, ce qui se passe dans les États membres peut avoir des conséquences sur l'autre chambre et donc finalement sur la conduite des affaires européennes. C'est exactement ça. Les élections nationales ont des conséquences européennes, les élections européennes ont des conséquences nationales qui elles-mêmes peuvent avoir des conséquences européennes. Ça, c'est sûr, on l'a vu. Alors, pour revenir au Parlement européen, quand même, les deux groupes de droite radicale passent devant les Verts à la 4e et 5e place et totalisent, si on compte aussi les non-inscrits, qui comptent beaucoup de partis très extrémistes de droite, 25% des sièges. Est-ce que c'est une minorité ou non de blocage de certaines politiques ? Non. Ça ne fait pas une minorité de blocage pour une raison assez simple, c'est que c'est 25%, disons, d'extrême droite, et il y en a qui sont plus extrêmes, mais d'autres qui sont moins extrêmes. Enfin, c'est pas des chrétiens démocrates, c'est pas des centre-droit. Ils ne sont d'accord sur rien. Ils ne sont pas d'accord sur l'Ukraine, ils ne sont pas d'accord sur l'OTAN, ils ne sont pas d'accord sur l'environnement, ils sont d'accord sur rien. Et ils ne vont pas se mettre d'accord. Et je ne crois pas qu'ils parviendront à se mettre d'accord. D'autant plus qu'il y a là-dedans des personnalités qui jouent leur rôle, Madame Meloni, Monsieur Orban, Madame Le Pen ou ses représentants. Donc, il n'y a pas, ni à l'extrême droite, ni d'ailleurs à l'extrême gauche, même si elle n'a pas le même poids maintenant qu'elle avait avant, il n'y a pas de risque, pour cesser d'être objectif, il n'y a pas de risque d'une minorité de blocage à droite. Par contre, il peut y avoir des tentations à la droite du Parti populaire européen, chez les chrétiens-démocrates, de temps en temps. D'alliance de circonstances, et on l'a vu dans le cadre de certains textes du Pacte vert. Et là, absolument. On revient sur... Vous avez tout à fait raison. À la fin de la dernière législature, sur l'agriculture, parce que les agriculteurs votent beaucoup, beaucoup plus à droite qu'à gauche, et parfois à l'extrême droite, il y a eu des moments où cette pression s'est fait sentir, et donc ceci nuance le fait que, normalement, Mme von der Leyen, si elle est réélue, pourra compter assez systématiquement sur une majorité. Il faudra faire attention sur certains sujets. Alors, Pascal Lamy, parlons au plan national de l'extrême droite qui recule déjà dans les pays nordiques, qui reviennent un peu vers la social-démocratie. Et même en Hongrie, on a envie de dire, Viktor Orban n'a pas du tout fait le plein des voix au profit de nouveaux venus tout aussi conservateurs. Mais tout de même, c'est un signe. Qu'en pensez ? La conséquence de ce fait, qui est que là où ils sont au pouvoir, ils baissent, c'est que le populisme a ses limites. Le populisme a ses limites parce que quand on est élu, on devient responsable, on est obligé de se confronter à la différence entre ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, on est obligé de se confronter à des difficultés dans lesquelles il faut arbitrer et qui sont celles de l'exercice du pouvoir politique. Et donc, personnellement, je pense que c'est la leçon de l'expérience, c'est quand l'extrême droite est au pouvoir qu'alors elle recule. Ce n'est pas le cas pour Giorgia Meloni en Italie. Alors, ce n'est pas le cas pour Giorgia Meloni pour le moment, mais elle est arrivée de manière relativement récente. Et
peut-être beaucoup plus que d'autres, elle a très habilement réussi à séparer ses positions européennes et mondiales sur la guerre en Ukraine, sur l'OTAN, sur l'Europe. Proche donc de la droite traditionnelle. Dans lesquelles, après avoir dit le contraire, après avoir tenu des positions du type extrême droite, pro-russe, anti-américaine, anti-Europe, elle a complètement changé de pied. À l'expérience, elle s'est dit « je ne peux pas mettre mon pays, l'Italie, au banc de l'Union européenne, ne serait-ce que parce que l'Italie a beaucoup besoin d'argent européen et du cadre européen compte tenu de ses difficultés économiques. » Donc, Mme Meloni est un très bel exemple, je trouve, et elle suscite d'ailleurs une certaine admiration chez ses collègues chefs d'État et de gouvernement, de séparation subreptice, mais très astucieuse, de ce qui se passe au niveau européen et mondial, ce que l'on voit, nous, et de ce qui se passe en Italie, où effectivement, comme très souvent les mouvements d'extrême droite, elle est en train de prendre la main d'un certain nombre d'institutions, notamment culturelles, dont la portée sur l'opinion publique est importante, et je pense notamment aux médias publics. Alors, en France, on a effectivement un Rassemblement national qui a de plus de 30% des voix à remporter vraiment ces élections européennes, et un Emmanuel Macron qui a décrété la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui a renationalisé d'ailleurs au passage l'enjeu de ces élections. C'est un coup de tonnerre pour les Européens ? C'est en tout cas une décision très surprenante, qui n'a pas surpris que les Européens. Elle a surpris les Français, peut-être d'ailleurs était-elle destinée à surprendre les Français, pour créer un choc qui, en quelque sorte, éviterait la glissade inévitable vers une présidence du Front National à l'Élysée en 2027. Le scénario de référence en France, si Emmanuel Macron a pris cette décision pour des raisons rationnelles et pas juste pour des raisons personnelles, et comme vous le savez, il y a diverses interprétations des conditions dans lesquelles a été prise cette décision, s'il y a une raison derrière ce coup de poker, c'est que le Front National allait à Matignon pendant 3 ans, Premier ministre, gouvernement dominé par le Front National, pendant 3 ans, sera moins propice à une élection du Front National en 2027 à l'Élysée que dans le scénario de référence. Je n'en sais rien, j'essaie simplement de trouver une rationalité, sauf à considérer que le Front National, Mme Le Pen et M. Bardella ne gagneraient pas les législatives, celles qui arrivent là le mois prochain, ce qui supposerait une très forte mobilisation des partis qui ne sont pas au Front National. Or, compte tenu par exemple de ce qui vient de passer chez les Républicains, avec la position qu'a pris le leader des Républicains, qui lui va directement faire alliance avec le Front National, on peut douter que cette force soit là. Je suis de ceux qui souhaitent que, par exemple, le centre-gauche se réveille à cette occasion et qu'il y ait une forme de coalition contre des candidats Front National. Mais je veux dire, l'expérience prouve que cette hypothèse que je souhaite est peu probable. Alors, les élections européennes rebattent les cartes pour l'ensemble des institutions. On a commencé à l'ébaucher avec vous, Pascal Lamy. Tous les top jobs, c'est-à-dire les hautes fonctions, les présidences, sont décidées en même temps. L'actuelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, dans les rangs du Parti populaire européen, voudrait bien rempiler pour 2 ans et demi, ce qui paraît possible. Vous confirmez ? Compte tenu du gain parlementaire du Parti populaire européen, qui était déjà le parti le plus nombreux et qui a gagné 10 sièges, reproduire la situation de l'année dernière, dans laquelle le PPE avait, pour autant qu'on puisse prononcer les choses de cette manière, à la fois la présidente de la Commission et la présidente du Parlement. Ça semble logique. Ça me paraît vraisemblable. Et du coup, à qui à la tête du Conseil européen pour équilibrer politiquement et à la tête de la diplomatie européenne ? Les 2 autres jobs que vous citez sont les bons. Reste à déterminer le président du Conseil européen et le haut représentant ou la personne
qui joue le rôle de ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Et ça, normalement, ça devrait aller un des deux postes à un social-démocrate. Peut-être Antonio Costa, l'ancien Premier ministre portugais. On parle effectivement d'Antonio Costa, l'ancien Premier ministre portugais, qui est un personnage de très bonne qualité. Et à ce moment-là, si c'était un social-démocrate qui allait au Conseil européen, ce serait plutôt quelqu'un de tendance centriste. Donc qui Kaja Kallas, probablement. Alors, il y a effectivement, c'est un des noms qui se prononce, parce qu'il est aussi... La première ministre d'Estonie. Voilà, il est assez normal que, disons, l'Europe centrale et orientale soit représentée, comme d'ailleurs elle l'a été avec le président polonais, Donald Tusk, qui maintenant est Premier ministre en Pologne. Donc le trio que vous citez fait du sens. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie, Pascal Lamy, pour analyser finalement les conséquences de ces élections européennes. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe. Restez sur France 24 et Radio France Internationale. Restez donc sur nos antennes pour plus d'informations.